Il existe peu aujourd'hui de fermes permaculturelles dans le monde qui soient bien documentées au niveau de leur système technico-économique. Bon, c'est à mon sens aujourd'hui l'une des faiblesses du mouvement permaculturel. Il y en a un certain nombre. J'ai d'ailleurs traité ce sujet-là dans une autre vidéo qui est « Les fermes en permaculture sont-elles rentables ?» Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Mais il n'empêche, voilà, on a un manque de références technico-économiques. Or, il y a une ferme en Suède qui s'appelle Ridgedale Permaculture, qui est, elle, extrêmement bien documentée, mais assez peu connue en France, et donc je voulais prendre ici le temps de cette vidéo pour vous la présenter. Qui sont les fondateurs de Ridgedale? Ce sont Johanna Anselem et Richard Perkins, qui ont fait une démarche pour chercher du foncier agricole à partir de 2013 et qui, in fine, ont fait l'acquisition du site en novembre 2014. Johanna est suédoise et Richard est lui anglais. Alors Richard Perkins, c'est pas sa première fois qu'il s'intéresse aux questions agricoles, puisque lui il a plus de 15 ans d'expérience en tant que formateur consultant en agroécologie à l'international. Donc c'est en partant de tout ce background qu'il a fondé et designé ce projet. Leur intention commune, c'était de mettre en place une ferme qui soit à la fois viable d'un point de vue technico-économique, qui soit rentable grâce uniquement à ses productions agricoles, et qui en même temps soit un centre de démonstration et de formation en matière de permaculture et d'agroécologie. Alors où est-ce qu'est située cette ferme? Elle est située juste au-dessus du 60e degré de latitude nord, au centre de la Suède, un endroit rural très reculé, loin des centres urbains, donc des conditions climatiques difficiles, puisqu'on est juste en dessous du cercle arctique. Ils doivent gérer une période hivernale très rude, avec plus de 6 mois de gel et de neige. Donc ce qui signifie derrière qu'ils sont uniquement 6 mois dans l'année pour réaliser des cultures. Donc c'est aussi une contrainte importante, sans compter aussi les vents froids de l'Arctique. Donc voilà. C'était un choix de se situer dans un secteur rural, et puis c'est aussi, ils ont aussi cette opportunité foncière. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça que la ferme se revendique comme étant la ferme en permaculture la plus au nord de la planète. Alors quelle est la géographie du site? Bien voilà donc le plan directeur. Donc on est sur un site de 10 hectares 6 avec une partie boisée au nord-est, voilà, donc avec un plan de très long terme, un plan forestier de très long terme pour voilà, on va avoir de la production forestière d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec des essences diversifiées, une très grande partie de pâtures voilà, qui vont être développées sur le mode de l'agroforesterie. Donc la présence de l'arbre et donc la démarche agroforestière, elle est majeure dans ce projet, et puis globalement, elle est pertinente à mon sens dans tout projet qui s'inscrit dans l'agriculture durable. Donc ici, l'arbre a une place effectivement très importante sur le projet. Il joue des rôles, entre autres, sur la restauration de la biodiversité, la limitation de l'érosion des sols, la stabilisation de l'humidité et des températures. Donc pour toutes ces raisons, la présence des arbres de toute façon est extrêmement pertinente. Et c'est pour ça qu'on a des plans d'implantation très importants. Comme on peut le voir, on est globalement sur un respect des courbes de niveau. C'est particulièrement visible dans la partie centrale. Donc un respect de la topographie. Et on peut voir que la partie bâtie, finalement, s'inscrit uniquement dans partie du sud-ouest de la ferme, et la partie maraîchage s'inscrit uniquement dans la partie en vert ici qu'on peut voir sur l'extrémité sud-ouest. Donc elle est finalement très réduite. Alors détaillons tout ça. L'agroforesterie donc très présente, elle se combine avec la démarche de Keyline Design. Alors Keyline Design en 2 mots, c'est une démarche développée par Archibald Yeomans, un ingénieur des mines australien à partir des années 50. C'est une méthode pour penser l'aménagement de sites de façon à capter et utiliser de façon très optimale l'eau de pluie tout en régénérant les sols. Donc je vous renvoie en dessous de la vidéo vers une présentation de Darren Doherty qui vous expliquera, mieux que je ne le fais, ce qu'est le Keyline Design. Donc l'une des applications, l'une des techniques dans le Keyline Design, c'est ce qu'on appelle la charrue Yeomans, qui permet de faire du décompaction en profondeur du sol pour régénérer la vie du sol et globalement l'état
des sols. Donc aussi, on peut le voir un peu en détail de la photo. Si vous prêtez attention, vous avez comme ça les traces de sillons causées par cette sous-soleuse qui a été utilisée ici dans ce contexte. Et puis ça se marie avec une implantation d'arbres très denses en quinconce, on peut le voir, donc pour que ça soit fait de façon optimisée, donc des arbres qui vont in fine couvrir toutes les pâtures. Voilà, on peut voir ici en haut à gauche la charioomance, donc un outil agricole qui a une forme de sous-soleuse, qui voilà, permet d'utiliser de façon vraiment très optimale de l'énergie fossile pour régénérer les sols sur le long terme. Et puis ils ont utilisé un autre outil pour former des lits de plantation pour les arbres. Alors, ils ont décidé de le faire mécaniquement parce qu'on est ici sur de la grande surface, on est sur des hectares de plantation, donc ça aurait été extrêmement laborieux et chronophage de le faire de façon manuelle. Là, l'outil mécanique quand même permet, lorsqu'il est utilisé à bon escient, de pouvoir faire de la décompaction de sol superficielle et donc de pouvoir permettre un développement rapide, facile et harmonieux donc des jeunes arbres. Sachant qu'évidemment le temps de plantation évidemment est beaucoup plus réduit une fois que le sol est ameublé de cette façon. Alors, on peut voir ici la façon dont est mené ces chantiers de plantation là sur bande. Donc, les jeunes arbres sont positionnés ici avec des manchons de protection, donc pour les protéger vis-à-vis des animaux sauvages dans leurs premières années lorsqu'ils sont très fragiles. C'est aussi une façon de les protéger aussi des coups de vent puisque vous avez des petits tuteurs. On va faire donc au-dessus un mulchage avec des copeaux de bois qui ont essayé de bien contrôler l'enherbement. On peut le voir sur la photo de droite qui a été prise un an après. On peut voir que les jeunes arbres commencent à se développer et puis qu'on a un très bon contrôle de l'enherbement au pied des arbres, puisqu'il faut savoir que les arbres sur leurs premières années de développement, grosso modo sur leurs 3 premières années, sont très fragiles et en concurrence directe vis-à-vis des graminées, donc des herbes sauvages, vraiment en concurrence sur l'azote et l'eau. Donc autant limiter cette concurrence-là sur les premières années de développement, le temps que l'arbre développe son système racinaire et soit à même après de se développer avec un enherbement modéré. Donc mulchage, important, et puis ils ont fait aussi des semis d'engrais verts dans ces planches, voilà, pour contribuer à l'amélioration de l'état du sol et de sa fertilité sur du long terme. Alors sur la partie maraîchage, on s'inscrit complètement dans le maraîchage bio-intensif tel que développé par Jean-Martin Fortier. Donc on est sur des planches de maraîchage bio-intensif avec une densité de plantation élevée, beaucoup d'apports de compost. Ici on est sur un ratio de l'ordre de 160 tonnes de compost par hectare cultivé. Donc uniquement sur les parties en planche. On est sur 100 planches qui font chacune 10 mètres de long sur 75 cm de largeur. 10 mètres de long, c'est un standard qu'ils ont choisi ici, puisque simple pour la planification, simple au niveau du travail manuel du sol. 75 cm, c'est aussi très ergonomique, puisque c'est facile d'enjamber les cultures, c'est très simple d'y accéder. On peut mettre les pieds de part et d'autre pour faire des travaux de précision comme des travaux de désherbage ou de plantage. Bref, c'est très ergonomique et ça se marie bien avec beaucoup d'outils qui sont utilisés en maraîchage bio-intensif. Donc cet aspect aussi de la production, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'ils ont démarré sur 24 variétés au départ, lors du lancement de la mise en place du système à partir de 2015. Donc uniquement 24 espèces. Voilà, en partant sur des systèmes de panier. Sur la première année, ils sont partis sur 20 semaines de panier. Voilà. Donc ils ont démarré sur un cadre comme ça. Ils commercialisent la plupart de leurs produits donc via une forme d'AMAP qui vont délivrer sur des petits centres urbains à proximité. Voilà. Après, on peut dire aussi qu'ils sont ici sur une forme d'aspiration vis-à-vis de Charles Dowdings, qui est un jardinier anglais qui fait la promotion d'utilisation massive du compost. Il est temps que on peut former quasiment tout le lit de culture des plantes avec uniquement du compost. Si c'est fait de façon judicieuse, ça permet aussi de limiter l'enherbement et évidemment d'apporter énormément de fertilité pour les cultures, ce qui permet d'avoir une production très optimale sur petite surface. Puisqu'ici on est sur 750 mètres carrés cultivés finalement.
ce qui est vraiment petit, et pourtant ils arrivent avec ça à en dégager un chiffre d'affaires de 40 000 € annuel, avec un taux de marge qui est de l'ordre de 40-50%, donc quelque chose d'extrêmement rentable. C'est l'un des moteurs économiques de la ferme. Hop, donc voilà, c'est des planches, ça c'est une slide pour repréciser tout ça. Effectivement, des semis en serre. Ils achètent leur graine en extérieur, ils ne font pas leur graine eux-mêmes, c'est un choix qu'ils ont posé parce que ça demande des compétences spécifiques, du temps, certains équipements. Bref, ça a été un choix qui était posé actuellement de ne pas faire l'autonomie en semences. Ils achètent leurs semences, donc ils font leurs semis et donc leur plan en serre, mettent en place une rotation, association dense des cultures, donc on est typiquement dans la démarche maraîchage bio-intensif. Donc le chiffre d'affaires est l'ordre de 40 € du mètre carré cultivé, ce qui est très élevé, c'est l'ordre de 10 fois le chiffre d'affaires qu'on a sur les cultures légumières conventionnelles, classiques. C'est à peu près d'ailleurs, c'est intéressant, le même niveau de chiffre d'affaires qu'on peut trouver au niveau de la ferme du Bec et Loing, ce qu'on peut voir dans leur étude qui a été publiée voilà, sur 3 années d'observation. Donc je vous disais 40 € de mètre carré pour 750 mètres carrés cultivés, donc 30 000 €, pardon, pas 40 000, 30 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc vente en AMAP, et à savoir aussi, les invendus sont pas perdus, puisqu'on bon permaculteur, on ne crée pas de déchets, on les revalorise cette ressource, et donc les invendus sont soit séchés, soit lacto-fermentés, et donc servent à l'auto-alimentation de la ferme. Alors sur l'aspect élevage, ils sont fortement inspirés des travaux de Joel Salatin, un Américain qui s'inscrit dans le cadre de la permaculture aussi. C'est alors sur une très grande ferme, c'est une des plus grandes fermes en permaculture dans le monde, qui est sur 300 hectares, donc en Virginie. Donc lui, il a beaucoup publié, beaucoup diffusé sur son système, entre autres via plusieurs ouvrages. Alors malheureusement, actuellement, on a un seul qui a été traduit en français, qui s'appelle You Can Farm, et qui a été publié aux éditions France Agricole. Un peu dommage parce que vous avez là il y a d'autres ouvrages sur ces techniques d'élevage qui sont extrêmement intéressants mais qui sont uniquement disponibles en anglais. En tout cas, c'est une source d'inspiration majeure pour eux. L'un des grands concepts de Joel Salatin, c'est la rotation intensive des élevages, où les élevages sont amenés de pâture en pâture, donc densité vraiment élevée, et avec une rotation intensive, c'est-à-dire qu'on va les déplacer tous les jours, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Ce qui a de nombreux intérêts agronomiques, et lui il va même plus loin dans la démarche puisqu'il fait des rotations de pâture multi-espèces. Il va faire se succéder plusieurs espèces à la suite, de façon à ce qu'il y ait des synergies entre ces espèces, qui est voilà, c'est un système technique et très performant. Donc illustration ici effectivement par alors plusieurs élevages. On peut parler d'abord des poulets. Alors ça, cette photo prise par drone permet de bien de visualiser la façon dont est mis en place le système, c'est-à-dire qu'on est sur des poulails immobiles qui sont autoconstruits et de petites dimensions, donc ils sont déplacés. Alors selon l'état de pousse de la végétation, ils sont déplacés 1 ou 2 fois par jour. Voilà, en tout cas systématiquement déplacés en début de journée, pour ce qui a tendance effectivement à favoriser le fait que les poulets commencent leur journée soient stimulés par le fait d'arriver sur de l'herbe fraîche, et donc ça augmente leur ingestion de matière fraîche directement sur le site. Et on peut voir, ça fait quand même une tondeuse efficace, on peut voir les traces des poulets mobiles. Donc ça permet à la fois de gérer la pâture et puis de valoriser cette pâture. Donc l'ingestion des adventices, des plantes qui poussent spontanément sur le terrain, constitue une part non négligeable de l'alimentation finalement des poulets. Là on peut voir ici sur cette autre photo exactement les dimensions de ces poulails immobiles. Alors donc ils sont développés par des crics qui permettent de les déplacer. Ça ne se déplace pas comme ça tout seul à la main, ça serait beaucoup trop lourd. Il y a un petit outil pour les déplacer. C'est fait vraiment de façon très fonctionnelle et in fine donc auto-construit, et ça leur a coûté de l'ordre de 120 € de matériel par poulailler mobile. Donc l'intervention, ça va se faire, on va avoir 3 interventions par jour à chaque fois pour faire un contrôle de l'état des poulets, de leur état sanitaire, de leur comportement, et puis s'assurer qu'ils ont ce qu'il faut au niveau de la nourriture et de l'eau. Donc il y a un soin effectivement très rapproché,
qui se fait assez simplement. L'intervention classique, effectivement, se va simplement soulever l'une des parties du poulailler mobile pour accéder au poulet. Alors les poulets ont à la fois une partie protégée importante pour se protéger des intempéries, et puis une partie ouverte pour accéder à la lumière, ce qui est évidemment indispensable à leur bien-être et leur bonne santé. À savoir que l'un des gros avantages de ces techniques, c'est que vous avez vraiment une protection optimale contre les prédateurs. Donc là, protection vis-à-vis des rapaces et des animaux terrestres, qui est vraiment efficace. Alors quelques chiffres, donc effectivement le processus c'est qu'ils vont acheter des poussins de un jour, ils vont faire un élevage en poussinière durant les 3 premières semaines, voilà, parce qu'à ce moment-là les jeunes poulets sont très fragiles et puis ont besoin de chaleur, donc on va être sous lampe infrarouge et ils ont besoin d'une alimentation vraiment spécifique. Donc, bref, on a besoin d'un environnement vraiment protégé, c'est pour ça qu'ils ont sur un élevage de poussinière. Après ils sont mis donc en poulailler mobile jusqu'à la fin de la 8e semaine. La 8e semaine à laquelle ils sont abattus. Alors ici, donc, ça veut dire qu'on est sur des productions aussi avec des rotations très courtes. Donc on a voilà, une rotation aussi très forte dans les productions de poulets. Donc ces poulets mobiles vont faire des dimensions de 4 par 3 au sol et 70 cm de haut. On contient chacun 50 poulets, donc réalisés en autoconstruction, comme je disais. Alors, donc 50 poulets, ça peut paraître dense, hein, j'entends, ça peut poser question, il faut quand même se dire les choses en termes de bien-être animal. Après, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est des très jeunes poulets, hein, je le dis, ils sont abattus uniquement à la fin de la 8e semaine. Donc on est... Bon, ça peut se discuter en termes de densité. Voilà. Après, on a un abattage sur la ferme, puisqu'ils ont décortiqué toute la via avec l'aide d'une avocate, toute la législation suédoise sur la question de l'abattage. Ils ont trouvé des façons, effectivement, pour construire dans les normes un local mobile d'abattage sur site, ce qui est quand même extrêmement pratique et leur permet de gérer de A à Z toute leur production de poulets. Et évidemment, c'est aussi intéressant d'un point de vue économique. Donc ils vont faire les éviscérations et placement sous vide des poulets éviscérés dans un abattoir mobile. Ils sont mis sous vide et après commercialisés en direct avec un système de précommande par internet, avec des points de livraison là aussi auprès de centres urbains à proximité. Donc la vente en direct, leur système, donc c'est ils vont fonctionner par silo de 750 poulets par an, donc ça fait 4500 poulets par an, avec un revenu net qui est de 60 000 €. Ce qui est considérable, donc c'est vraiment un moteur économique pour la ferme, avec 5 heures par jour pour une personne, donc pendant les 6 mois de production. Donc c'est raisonnable en termes de temps de travail, et c'est extrêmement rentable. Alors, notre volet volaille, sont les poules pondeuses. On peut voir ici, on est sur d'autres poulaillers mobiles, sur un format différent. Elles sont en plein air. Voilà. Donc on a un lot annuel de 500 pondeuses. Là aussi on est sur des achats de poussins de un jour qui ont passé les 3 premières semaines de leur vie en poussinière. Après ils sont mis donc dans ces poulaillers mobiles en plein air. Donc là aussi ça demande peu de temps de travail au final. Donc là aussi 3 interventions par jour pour contrôler l'état des animaux, assurer qu'ils ont ce qu'il faut, d'eau, de nourriture, mais uniquement quand même prendre les œufs. Ouais, mais ça représente uniquement 2h30 de travail par jour pour une personne. Là aussi 6 mois par an. Donc on a une rotation des pâturages, suit les vaches, donc il y a une complémentarité avec les vaches. Alors, une partie de cette complémentarité, c'est que les vaches donc, font des bouses qui, une fois que les poules arrivent 3 jours plus tard, commencent à contenir des larves de mouches, et donc les poules s'empressent d'aller fouiller dans ces bouses pour chercher des insectes, des larves, et donc ça permet aussi de contrôler les parasites des vaches. Donc voilà, il y a une synergie intéressante entre les deux espèces. Donc on a un début de ponte à 16 semaines. Voilà, on est sur ici utilise j'ai plus le nom de la race, mais je voulais de poules qu'ils utilisent, mais c'est une race tout à fait classique en élevage bio. Je vous mettrai le nom de la race en dessous de la vidéo. Donc début de ponte à 16 semaines, et puis à la fin de la première année, effectivement, réforme, puisque c'est là qu'on commence à avoir une décrue, une baisse dans le rythme de production. Donc ils ne peuvent pas la valoriser en tant que poule de chair, donc soit ils font de la poule au pot pour leur autoconsommation,
ou ceux qui ne consomment pas comme poule au pot, eh bien ils vont les composter dans un compost spécifique qui est vraiment adapté pour avoir une bonne montée en température, qu'il n'y ait pas de risque sanitaire, et ce compost après est valorisé évidemment sur site. Donc on est naturellement sur une autosuffisance en œufs pour le site. On est sur un prix de vente qui est d'1,80€ la boîte de 6, qui est bas pour des œufs bio, et un profit net qui est de 25 000 € par an. Qui est quand même, voilà. Donc c'est aussi un moteur économique fort pour la ferme. Alors on a d'autres productions. Vous avez de la cueillette et de la valorisation de plantes sauvages sur site, des cultures de plantes aromatiques et médicinales, des productions fruitières, donc on a vu qu'ils avaient planté beaucoup d'arbres, donc une partie de ces arbres sont des arbres fruitiers. Alors après, comme une grande partie des arbres fruitiers, il va falloir attendre un délai de 5 ans pour qu'on puisse avoir une vraie production commercialisable, donc c'est quelque chose de moyen terme. Ils développent aussi des produits laitiers, puisqu'ils ont plusieurs vaches allaitantes sur site, donc avec du lait, leur beurre, leur fromage, donc ils sont autosuffisants sur les produits laitiers. Et puis on a une optique de production forestière sur du long terme, du très long terme, pour faire de la production forestière diversifiée. Donc finalement, le site est complètement autosuffisant sur les questions alimentaires, et sur l'apport en bois également, sur les plantes aromatiques et médicinales. Donc on est sur un degré d'autonomie très fort. C'est aussi un des aspects du site, c'est-à-dire que ça limite aussi de façon importante leurs besoins financiers. Donc ça contribue aussi fortement à la pérennité du site. Alors, ils ont développé une marque, ici, et un logo, donc on peut le voir ici. Voilà, ça fait partie de leur stratégie de communication. Donc une photo du site, ça c'était lors de l'achat du terrain, donc en novembre 2014. Donc on était quand même sur un terrain dégradé, compacté, qui était, il me semble, en agriculture conventionnelle. Donc, alors un bâti intéressant, ils ont su tirer parti, mais voilà, sur un site isolé, un climat difficile, un sol compacté, donc au départ, les potentialités du site n'étaient pas évidentes. Et là on peut voir l'état du site, c'était en mars 2016, donc seulement 1 an et demi finalement après l'installation. Eh bien, ils ont déjà mis en place beaucoup de cultures maraîchères, on peut le voir, développé de nouveaux bâtiments, une grande serre, multifonctionnelle qui sert entre autres à faire les plants, et puis on peut voir 2 yourtes qui servent de lieu de vie commun et de lieu pour faire des formations, puisqu'ils ont effectivement cette fonction assumée d'être centre de démonstration et de formation en matière d'agroécologie et de permaculture. Voilà, c'est aussi un des aspects de leur projet qui est très fort, c'est de créer un lieu qui soit beau, qui soit agréable à vivre, et à ma foi le pari est complètement réussi. Voilà, notre photographie, voir une vision un peu panoramique de l'aménagement du site. On peut voir l'aménagement des bandes forestières en haut. Voilà, c'est des... Plus précisément c'est du BRF, du bois ramal fragmenté, qui a beaucoup été utilisé dans les bandes fruitières. Les jeunes arbres fruitiers, voilà. On peut voir en bas à gauche, qui sont en cours de formation, une des vaches présentes sur le site aussi, puis la complémentarité, on peut voir en bas à droite, entre les vaches qui vont faire pâturer, là aussi entre des filets mobiles, et puis derrière les poules. Alors, intéressant aussi de parler de leur gouvernance, ils ont mis quelque chose d'assez original et à mon sens de très fonctionnel. Donc, au départ, on a un couple fondateur qui possède la propriété foncière de la ferme, et sont 12 associés. Donc on est réellement sur un projet collectif, pour le coup. Alors, ils ont mis un système où chaque associé s'engage par contrat à travailler sur la ferme par période triennale, donc par période de 3 ans. À mon sens, vraiment, c'est très intelligent, puisque ça trouve un équilibre entre la liberté des associés. Les associés ne sont pas engagés ad vitam aeternam jusqu'à la fin de leur carrière. Donc ils ont la liberté, une fois la période passée, de partir ailleurs, de développer leur propre ferme, de quitter la ferme, bref, en tout cas de vivre leur vie, et voilà, sur cette liberté-là, cette ouverture-là, et en même temps, les périodes triennales, ça permet d'avoir une stabilité qui permet de planifier les aspects technico-économiques de la ferme, donc ça permet d'assurer, in fine, la viabilité économique de la ferme. Donc c'est voilà, un équilibre vraiment, je trouve vraiment intéressant, et en plus, ils ont 4 apprentis à temps plein, qui vont chacun rester pendant une saison de culture, donc pendant 6 mois.
L'optique ici, c'est vraiment de former de futurs professionnels et donc qui vont avoir accès à tous les postes de production de la ferme pour réellement avoir une production de terrain intensive. On est sur une gouvernance avec prise de décision par consentement. Donc consentement, c'est lorsqu'une proposition est posée sur la table, eh bien, une fois qu'elle est bien clarifiée, on voit si personne ne s'oppose à la décision, ce qui est différent du consensus, où tout le monde doit se positionner pour la proposition. Donc ils sont partis sur le consentement, qui à mon sens est très fonctionnel, que je recommande. On est sur une rotation des postes au cours de l'année. Donc tout le monde, chaque personne n'est pas fixée sur un poste de production, il y a une rotation qui est planifiée en amont, ce qui permet donc d'avoir une diversité de production au fil de l'année, donc ça crée des métiers riches finalement, et c'est plus stimulant. Et puis en même temps on combine saison de production de 6 mois et repos hivernal pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, le couple fondateur lui reste sur la ferme, puisque c'est leur lieu de vie, les autres associés sont libres soit de rester dans certains habitats sur site, ou de vivre leur vie ailleurs, hors de la ferme. Donc ça permet aussi de donner un grand temps de respiration au niveau de la gestion du projet collectif, et ça je trouve que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Si vous inscrivez dans un projet collectif, c'est de prendre des temps, de planifier des temps pour où chacun va vivre sa vie de son côté, et voilà, un temps de respiration qui à mon avis est vraiment important pour la viabilité des projets collectifs. Alors si vous voulez plus d'informations, vous avez le site internet de la ferme, redjpermaculture.com. Vous avez aussi la chaîne YouTube de Richard Perkins, où il a publié énormément de vidéos. Vous avez des dizaines de vidéos présentes sur site. Voilà, où souvent il fait faire une sorte de carnet de bord d'actualité de la ferme. Il aussi fait, en tant que formateur consultant, il fait aussi des visites de sites ailleurs en Europe. Donc c'est aussi intéressant sur ce plan-là. Ils ont édité un livre, donc Making Small Farm Work, donc qui détaille tout le système technico-économique du site. C'est extrêmement précis, très bien documenté, donc une grande partie des informations là, que je vous ai délivrées viennent du livre, in fine. Alors, toutes ces ressources sont en anglais. Actuellement, rien n'est traduit, c'est une petite limite. Par contre, c'est clair que si vous êtes à l'aise en anglais, sur l'aspect compréhension écrit et oral, foncez, parce que c'est vraiment une mine d'informations. Autre document que là pour le coup vous avez des sous-titres en français, ça sera le documentaire Grace's Backyard qui a été développé par Possible Media. Donc 1h30 de documentaire sur la ferme. Alors on n'est pas sur un aspect technique, peu d'aspects techniques sont développés, on est essentiellement sur un aspect mode de vie, comment le quotidien est vécu, comment se passe le quotidien sur cette ferme, c'est tout à fait intéressant. Alors il y a un parallèle, je trouve, fort à faire entre la démarche du site et celle qu'a mis en place Mark Shepard, qui est un agronome américain, qui a édité notamment cet ouvrage Agriculture de régénération, qui a été édité par les éditions Imagine un colibri, où à mon sens, il y a beaucoup de parallèles entre leurs deux démarches, puisqu'on est là aussi sur des systèmes agroforestiers, sur grande surface. Mark Shepard, lui, il est sur 42 hectares aux États-Unis, avec là aussi de la polyculture élevage. Foncez sur le bouquin, voilà, est très bien documenté aussi, et il y a vraiment beaucoup de parallèles entre leurs deux démarches. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je mène dans le cadre de mon activité l'atelier fertile des formations, dont une partie sur les questions d'agroécologie et d'installation agricole. Je fais du conseil à distance et sur site pour les porteurs de projets, et puis j'édite des livres, donc le premier édité début 2019, et porte sur les règles juridiques à connaître pour mener un projet d'installation agricole alternatif. Si vous avez des questionnements par rapport à ce système-là, ou des compléments du reste, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires.